Alors, bonsoir à tous. Moi, je suis Laura du collectif. Je suis sur Montpellier et je vais vous faire une petite courte présentation du collectif. Alors, notre collectif Les Essentiels des métiers du lien et du soin, je pense que vous avez tous en tête notre intitulé, c'est un espace d'échange, de réflexion, de proposition et d'action. Il rassemble, informe et alerte les professionnels sur les thématiques de ces métiers dits essentiels. C'est un joli mot, hein? Le collectif a été créé le 5 mars 2022. C'est la date de l'importante mobilisation des métiers du lien à Paris, suite à l'invitation du député François Ruffin et de Fakir pour l'événement qui s'appelait à ce moment-là « Pas de présidentiel sans les essentiels ». Les secteurs d'activité des métiers du lien et du soin sont nombreux. Et aujourd'hui, notre collectif, il axe ses réflexions et actions sur les métiers de l'accompagnement et des soins à domicile, les structures d'hébergement, l'école inclusive, le secteur du nettoyage et celui des transports scolaires. Et je passe la parole à Juliette qui va vous dire le pourquoi ce projet de visio. Alors, ce projet, cette visio, elle s'inscrit dans une série de visios qu'on a appelé les visios pro. C'est venu on a ressenti une nécessité en fait face au manque d'espace d'échange collectif, de réflexion, d'information dans nos différents métiers. Et donc, on a lancé la première visio en septembre qui était sur le droit du travail et le syndicalisme. On en a fait une seconde en octobre sur la santé au travail, donc toujours avec des co-animateurs et co-animatrices extérieures. Et puis, donc pour cette troisième, donc pro du domicile, intervenant de terrain et administratif, même combat, on pose la question. Donc, on va tâcher de réfléchir ensemble ce soir sur comment ramer ensemble, ramer de la meilleure façon possible et la moins difficile, parce qu'on se rend compte qu'en fait, dans le secteur du maintien à domicile, les intervenants de terrain sont souvent des exécutants et des exécutantes. Voilà, et qu'on aimerait bien que ça change et que du coup, on va discuter de ça, on va échanger encore ce soir si ça vous va. Et je passe la main à Myriam. Donc, du coup, bonsoir à tous et à toutes. Moi, c'est Myriam. Alors, j'ai été auxiliaire de vie pendant 3 ans dans le département de la Loire, dans une association privée à but non lucratif, qui commence par un A, qui finit par R, comme il disait dans la colloque la conférence gesticulée de Juliette. Pour le coup, moi, en fait, mon rôle ce soir, ça va être de donner la parole, en fait, être un peu la gardienne de la parole. Donc, comme disait Juliette, bien penser à lever la main. Et puis, nous, on ne vous oublie pas. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a parlé avant vous, bah, voilà, vous parlerez deuxième. Et voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y en a d'autres auxquelles on n'a pas pensé. Et aussi, si vous voulez répondre d'une autre manière. Voilà. On va quand même laisser nos animatrices se présenter. Oui, c'est vrai. Allez, par ordre alphabétique de prénom. Gaëlle. Ok, bonsoir à tout le monde. Je suis Gaëlle Batter, je suis directrice d'un service d'aide à domicile sur Nantes et on a aussi une agence sur Angers, c'est Titi Service. Donc voilà, est-ce que je dois rentrer plus loin dans la présentation ou... Non, on va le faire après. Ouais. Peut-être juste, je veux bien juste rajouter, en fait, ce qui nous a semblé intéressant aussi, c'est que nos deux co-animatrices, donc il y en a une qui est dans le secteur dit privé dit lucratif, et l'autre qui est du coup secteur associatif. Donc, Titi Service est dans une structure effectivement privée. Voilà. À but lucratif, du coup. À but lucratif. Et on a un statut un peu particulier, c'est qu'on est une SCOP, une SA-SCOP. Donc, effectivement, c'est un peu différent d'une autre entreprise standard, on va dire.
Donc, moi, je Allez-y. suis Monique Bondian. Et donc, je suis actuellement assistante moi, de secteur et je suis au sein de l'UNA. Et avant, j'étais sur le terrain. Donc, ça fait 1 an que que je suis au bureau. Voilà. Et donc, moi, je suis dans l'associatif à but non lucratif. Voilà. Et avant, Véronique, tu étais? J'étais auxiliaire de vie sur le terrain. Dans la même structure? Oui, tout à fait. Oui, oui. Ok. J'ai changé de fonction, mais je n'ai pas changé de structure, en fait. Ben, Alexis, par exemple, si tu veux te présenter aussi, je pense qu'on va faire un petit tour pour tout le monde. Oui, alors bonsoir à toutes, parce que je suis le seul homme. Donc, je m'appelle Alexis, et alors je suis un peu, on va dire, intrus au milieu de tout le monde, parce que je suis AESH, donc accompagnant d'élèves en situation de handicap, sur le département de la Loire. D'accord, merci. Alors, il y a des personnes que je ne connais pas. Je vais inviter peut-être Cécile à se présenter. Si elle m'entend, je vois que son micro est coupé. Oui, bonjour. Donc, Cécile, donc je suis à Chambéry et je suis assistante ménagère dans une grosse entreprise de service à la personne D'accord, depuis 12 ans. bravo. Je vais aussi proposer à Séverine de se présenter si elle le souhaite. Séverine, auxiliaire de vie à Domidom Caen, en grève depuis 37 jours. Bravo! Ah, Bravo. bravo! Et Chapeau. à côté de moi, il y a Chloé, pareil, en grève depuis 37 jours. Bravo! Super. Alors, par contre, je suis un peu embêtée pour inviter les autres à prendre la parole parce qu'il y en a qui n'ont pas mis leur prénom. Du coup, je suis un peu bloquée par rapport à ça. Si vous voulez prendre la parole les uns après les autres, s'il vous plaît. Moi, je veux bien. Ah mince, pardon. Je peux? Allez-y. Bien sûr. Je suis Isabelle, je suis aide à domicile sur Blain, en Loire-Atlantique. Je suis aide à domicile depuis 17 ans à l'ADT. Je peux me présenter? Oui. Alors, bonsoir, moi je suis Marie-Laure, je suis auxiliaire de vie actuellement en Bretagne. Je suis de Normandie, j'ai plutôt effectué ma profession en Normandie sur la région de Rouen pendant 13 ans et donc j'ai plusieurs expériences. J'ai exercé dans le milieu associatif et dans le milieu à but lucratif, en milieu entreprise. Alors, je fais partie du collectif depuis le début. Alors, Françoise Charpentier, je pense que je l'ai mis en toutes lettres, hein, je viens de changer là. Et je suis en Bretagne, donc dans le 56. Et donc, je suis aidante, c'est-à-dire que je m'occupe de ma mère qui a 98 ans, qui est chez moi. Donc, je connais bien le métier d'auxiliaire de vie, bénévole. Et donc, j'ai monté une association suite à un ciné-débat qu'on a fait du film François Ruffin, Debout les femmes. Une petite association toute nouvelle qui s'appelle l'UTAD. Je l'ai marqué dans mon profil. Union du personnel soignant à domicile. Moi, je m'appelle Aude, je suis auxiliaire de vie chez Titi Service depuis 2 ans maintenant. Voilà, et j'ai fait 20 ans en tant que auxiliaire de vie aussi dans plusieurs d'autres associations et d'autres boîtes, quoi, d'aide à domicile. Bonjour. Bon, je suis un peu novice avec les médias et je fais partie du groupe d'Auray, le groupe UPSAD. Guillemette. Moi, je suis plutôt bénévole, quoi. J'ai travaillé avec des enfants handicapés. C'était à l'époque la terminologie je suis restée 10 ans dans un établissement spécialisé. Et après, je suis rentrée à l'éducation nationale. Et là, j'ai pu m'atteler à faire des dossiers que
le médecin ne souhaitait pas voir parce que j'étais en maternelle, mais comme c'était des enfants qui étaient IMC, ils avaient le droit tout de suite à un accompagnant pour être dans la classe. Intéressant, ça. Donc, du coup, j'ai eu souvent des AESH dans ma classe parce que, comme j'avais déjà travaillé dans l'enfance spécialisée, j'étais tout à fait à l'aise avec cette formule, quoi. Hein. Alors que j'ai vu mes collègues qui ne comprenaient pas du tout la place que pouvait occuper une AESH. Quoi. Christelle, tu as la main. Ok, donc bon, ben voilà. Donc moi, je vais poser les questions. Je suis chargée de ça. Et on commence. On y va? Let's go. Donc, première question. Donc, je m'adresse à Gaëlle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre une entreprise et une association à but non lucratif, surtout pour les financements des conseils départementaux? Alors, vaste question. Je vais en tout cas essayer à mon niveau de pouvoir répondre à certains éléments. En fait, je pense que historiquement, il y a effectivement toujours eu une différence entre association et entreprise. Aujourd'hui, en fait, il y a certaines associations, alors je ne sais pas si c'est le cas de toutes les associations, qui ont ce qu'on appelle une habilitation à aide sociale. Et donc, de par cette habilitation à aide sociale, en fait, ils ont un financement pour les interventions qu'ils vont effectuer à domicile. Et plus largement, je pense qu'ils ont des financements par rapport à leur structure. Une entreprise peut avoir aujourd'hui cette habilitation aide sociale, mais toutes les entreprises ne l'ont pas. Nous, par exemple, Titi Service, on n'a pas l'habilitation aide sociale, ce qui fait que en fait, le département ne finance pas la structure, mais il va financer la prestation, c'est-à-dire les heures qu'on a nous de l'APA et de la PCH, l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation de compensation du handicap. Ce qui fait qu'on n'est pas logé à la même enseigne sur les subventions en fait, qu'on peut avoir au niveau du département. Et ce qui a une incidence après sur la gestion de la structure en elle-même. Donc voilà, aujourd'hui sur le département, enfin sur la Loire-Atlantique, nous par exemple, on a fait la demande d'habilitation aide sociale, mais on n'a pas eu de réponse par le département. Donc, il y a certaines structures qui ont cette habilitation-là, mais ne donnent pas vraiment d'explication sur le pourquoi ils n'autorisent pas aujourd'hui à ce qu'on soit habilité, par exemple. Donc, d'accord. Pour compléter, vous dites que bon, vous avez le tarif horaire de l'APA ou de la PCH, mais est-ce que vous avez une subvention pour les kilomètres des salariés? Non, aujourd'hui, Titi Service, donc on attribue des véhicules de service à nos intervenants. Mais effectivement, on n'est pas aidé en fait sur les indemnités kilométriques. Là, quand il y a eu la hausse du carburant, etc., on a été évincé des systèmes qui ont pu être mis en place par les départements. Alors, est-ce que c'est parce que on est une entreprise ou est-ce que c'est parce que du coup, c'est pas les véhicules personnels des intervenants, mais c'est parce que c'est des véhicules de service. Voilà, là, on a été sur le département du 49 avec ma collègue avoir des informations là-dessus, mais ça reste très vague en fait. Alors, d'après ce que je vois comme information, les associations qui acquièrent des véhicules, et encore c'est de la location pour moi, elles ont une participation des départements en général. Hein. Elles ne font pas ça toutes seules. Hein. Ouais. D'après les publicités qu'on voit, enfin bref, c'est ça. Alors, et puis en plus, ce que je trouve ça pas très bien, pas très honnête non plus de la part de ces associations, certaines, je ne vais pas les citer, mais certaines refont payer une partie de la location par le salarié.
Il y a un prélèvement sur le salaire et baisse l'indemnité kilométrique qui est prévue au départ. Bon, donc voilà. Enfin, c'était pour voir à peu près. Alors, il me semble, nous ici dans le département, moi je suis sur le 59. Ma fille travaille pour une association que je ne vais pas noter, enfin je ne vais pas préciser. Mais apparemment, il remettrait par kilomètre parcouru 13 centimes lui, de sa poche sur le remboursement total. Sachant que la BAD, elle prévoit 38 centimes du kilomètre. Ouais. Donc, lui, il remettrait 13 centimes à sa charge. Et encore, ça vérifie, mais je vais vérifier tout ça. Ok. Donc, bon, voilà. Donc, on passe à la deuxième question. Je pense qu'on a bien compris que malheureusement, les petites PME et les petites entreprises, c'est difficile pour aider les salariés justement dans les déplacements et aussi pour augmenter les salaires. On peut le comprendre, ce qui n'est pas forcément le cas des grosses associations. Mais je pense que c'est un peu comme le même, si j'étends en fait au niveau des revalorisations de salaire par rapport à l'avenant 43, qui est effectivement aujourd'hui pour les salariés des associations, des services à la personne, et qui ne l'est pas aujourd'hui pour les salariés des entreprises de services à la personne. Et je pense qu'il y a une espèce de, un fossé. Ouais, un fossé énorme qui est en train de se creuser et effectivement, il y a la CNSA avec les départements qui financent cette partie de hausse salariale et qui n'est pas le cas en fait dans les entreprises de services à la personne. Donc, Véro, tu as peut-être quelque chose à dire aussi par rapport à cette première question, toi? Par rapport à cette première question, alors moi je ne connais pas tous les éléments parce que je ne baigne pas assez dedans. Là au bureau, je suis pas, voilà. Il me manque des éléments, c'est clair et net. Mais bon, par rapport à ça, c'est vrai que, puis moi je suis dans un système où malheureusement, on a fusionné au sein du département. Donc on s'est retrouvé à 6 associations. On n'en fait plus qu'une seule pour se retrouver au sein d'UNA. Mais le souci, c'est qu'on a eu un redressement judiciaire parce qu'on a regroupé les associations pour éviter justement d'avoir, de pouvoir éviter de se retrouver le bec dans l'eau parce qu'il y avait trop de choses disparates et puis trop de monde. Et puis, personne ne sortait vraiment du lot, quoi. Alors, c'était un petit peu pour ça qu'ils avaient demandé, que le département avait demandé qu'on puisse fusionner. Mais ça nous a amené quand même, on peut dire, une catastrophe derrière. Donc, depuis 2013, on a fusionné et on paye les pots cassés encore jusqu'en 2027. Parce que ça a été repoussé. Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas d'argent qui rentre, on ne peut pas payer les échéances. Donc, c'est un petit peu compliqué. Moi, je suis vraiment dans une situation un peu particulière à ce niveau-là. Autrement, on essaye, on a une directrice qui essaye de faire son possible pour ramener des financements. Elle s'en occupe, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, malheureusement, il y a un moment où on fait ce qu'on peut et pas ce qu'on veut, comme on dit. Et puis, on vit comme on vit, quoi. Donc voilà, sinon, les frais kilométriques, nous, c'est le minimum, c'est-à-dire la base de la BAD, c'est les 38 centimes. Et bon, je sais qu'elle est désespérée parce qu'elle aimerait faire des choses, elle aimerait faire avancer les choses, mais malheureusement, à cause de ce boulet qu'on traîne depuis des années, on est coincé. Voilà ce que je peux vous dire. Et il y avait Juliette qui avait levé la main aussi. Moi, justement, c'était pour demander à Gaëlle qu'elle nous explique comment ça se passe chez Titi par rapport au fait que les salariés ont des véhicules de service. Donc, voilà, comment ça se passe pour les salariés, parce que Christelle disait tout à l'heure que dans certaines assos ou peut-être même entreprises, il y a des salariés qui avaient des véhicules de service, mais qui étaient obligés quand même de payer une location. Ou en tout cas une partie, enfin une somme leur a été retirée sur le salaire. Comment ça se passe du coup dans la SCOP? Donc chez Titi Service, effectivement, à partir de… Alors quasiment tous les salariés ont un véhicule de service. En fait, c'est généralement
avant, c'était à la fin de la période d'essai. Maintenant, c'est plus trop un des critères. Et donc, le salarié est autorisé, donc il rentre chez lui avec le véhicule de service et il le garde à domicile. Il n'est pas autorisé à faire des trajets personnels en fait avec, sauf sur demande exceptionnelle ou avec un courrier spécifique. Et effectivement, on donne un véhicule et une carte carburant. Et après, le salarié nous fait quand même un relevé kilométrique des kilomètres qu'il va effectuer. Mais il n'y a pas on prend en charge la totalité des kilomètres effectués en fait, et il n'y a pas de refacturation aux salariés derrière pour l'utilisation du véhicule de service. C'est quelque chose qu'on prend en charge intégralement en fait. Après, il y a certains salariés, s'ils ont leur véhicule de service, enfin s'ils n'ont pas de véhicule de service, on va effectivement, comme disait Véronique, on va faire de la même manière, ça va être au moment des intervacations. Après, nous, la convention collective des entreprises de service à la personne dit que le salarié, s'il doit faire plus de 45 km ou plus d'une heure avant de se rendre sur son lieu de travail le matin et le soir, c'est à partir de ce moment-là que l'employeur se doit de rémunérer à hauteur de minimum 10% le trajet effectué par le salarié. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, ils ne sont pas aussi loin parce qu'après se pose la question des conditions de travail aussi. Hein. Si on met plus d'une heure à aller sur son lieu de travail le matin ou plus d'une heure le soir, est-ce que c'est jouable sur du long terme, etc. Ça pose d'autres questions. En tout cas, la convention collective, elle dit ça. Et aujourd'hui, effectivement, on n'indemnise pas un salarié sur ses trajets domicile-travail ou travail-domicile si jamais il a son véhicule personnel aujourd'hui. Et du coup, Gaëlle, je me donne moi-même la parole, mais Gaëlle, ça me fait penser au niveau de l'assurance auto. Du coup, j'imagine que votre entreprise, la SCOP, pardon, va couvrir intégralement les frais d'assurance aussi? Oui. D'accord. Ouais. C'est très, très avantageux. Après, on a aussi cette possibilité-là, je le précise juste, mais on a aussi cette possibilité-là parce que on est adossé à une SCOP mère, donc Titi Floris, qui est une société de transport de personnes en situation de handicap. Et donc, effectivement, c'est des conducteurs accompagnateurs et des conductrices accompagnatrices qui gèrent les trajets scolaires ou autres, matin et soir. Et donc, effectivement, ils attribuent des véhicules de service forcément à leurs conducteurs accompagnateurs et conductrices accompagnatrices. Ce qui fait que nous, ça nous donne une opportunité en fait de pouvoir louer des véhicules à la SCOP mère pour nos salariés à nous. Donc, il y a aussi, c'est une facilité aussi pour nous aujourd'hui de pouvoir du coup attribuer un véhicule de service à nos salariés. Après, ça coûte effectivement, mais en tout cas, je pense que ça offre quand même une possibilité peut-être plus facile que d'autres boîtes d'avoir leur propre véhicule. Deuxième question, je m'adresse toujours à Gaëlle. Pouvez-vous nous dire ce qu'est une SCOP? Une SCOP, en fait, c'est une société coopérative et participative. Aujourd'hui, en fait, la SCOP, elle permet en fait en fait, c'est une entreprise qui appartient à ses salariés. C'est-à-dire qu'un salarié de la SCOP peut, je vais essayer de faire simple, mais peut acheter une petite partie de l'entreprise, en fait. Donc, il va acheter une part de l'entreprise et effectivement, il y a pas mal de conditions, c'est-à-dire qu'il faut monter au capital. En fait, on aide à monter au capital de la SCOP. Donc, en ayant sur le salaire, un abonnement SCOP, en fait, il y a un prélèvement. Aujourd'hui, chez nous, c'est 0,5% du salaire qui part en part. Donc après, le salarié, en fait, s'il devient associé, s'il achète une petite part de l'entreprise, il devient associé de la SCOP. Et en tant qu'associé, en fait, il y a une implication en fait plus grande du salarié par rapport aux décisions de l'entreprise. Un associé va voter pour des décisions stratégiques de l'entreprise. Il va aussi voter pour élire le conseil d'administration. Nous, en SASCOP, en fait, on fonctionne avec un conseil d'administration. Tout salarié peut être au conseil d'administration
Et c'est vraiment le conseil d'administration qui va être l'organe décisionnaire de l'entreprise par rapport aux stratégies ou autres. Moi, je suis directrice, mais je vais gérer plutôt, enfin, le rôle du directeur ou de la directrice va gérer plutôt le côté opérationnel. Par contre, ça veut dire que le dirigeant va suivre en fait les grandes décisions qui ont été votées au conseil d'administration, et c'est les associés de l'entreprise qui élisent les personnes au conseil d'administration. Voilà. Donc, il y a une implication plus grande. L'associé, il peut devenir administrateur, il peut effectivement, enfin, pendant l'assemblée générale, on va présenter les comptes de la structure, enfin, etc. Enfin, voilà, les projets, etc. Oui, Laura. Donc, en fait, ma question, c'est quel intérêt a le salarié de participer à une SCOP? Est-ce qu'il a un intérêt financier ou pas? Alors, oui, il y a un intérêt financier. En fin de compte, déjà, en fait, si l'entreprise, si la SCOP obtient un résultat positif à la fin de l'année, à la fin de son exercice, le résultat, il est redistribué en fait. Il est redistribué 45% aujourd'hui chez nous aux salariés, qu'ils soient associés ou non, qu'ils aient décidé d'acheter une petite part de l'entreprise ou non. Il y a 45% qui va aux salariés, qui est redistribué. Il y a 45% qui va dans les réserves de l'entreprise, et il y a 10% qui revient aux associés, en fait, qui est réparti. Il y a 10% du résultat qui est réparti pour les associés, ce qu'on appelle les dividendes. Voilà, donc effectivement, en fonction, donc dans la SCOP, on dit part sociale, enfin voilà, il y a des termes employés différemment, mais en tout cas, effectivement, il peut y avoir, enfin, il y a un intérêt financier, effectivement, à être associé. Après, il faut effectivement faire du résultat pour pouvoir le redistribuer. Et donc, voilà, l'intérêt, c'est aussi de dire que dans une SCOP, en fait, on peut avoir… Alors après, ça dépend comment la SCOP est dirigée aussi. Enfin, je veux dire, c'est dit comme ça, c'est beau, mais c'est à mettre en œuvre, c'est pas forcément très simple. Mais l'idée, en tout cas, que nous, on aimerait développer chez nous, c'est que justement, ce côté où l'associé, en fait, va prendre aussi une place plus importante, va pouvoir décider. Il peut avoir une action, c'est aussi avoir une action sur son propre travail, du coup. Et du coup, de pouvoir conserver son outil de travail, de pouvoir améliorer ses conditions de travail, etc., pour que justement, en fait, il y a un effet positif, en fait. Si ça va bien, il y aura du résultat qui est redistribué, enfin, etc., etc. Donc, l'idée, c'est aussi un peu ça. D'accord. Avec aussi des implications dans les décisions? Ouais. C'est-à-dire que, en fait, c'est difficile à mettre en œuvre parce que aujourd'hui, on est 110 salariés chez Titi Service, il y a 33 salariés associés. Ce qui est compliqué, c'est d'aller justement, de mettre en avant le rôle du sociétaire, enfin, de l'associé, et c'est de pouvoir l'impliquer en fait dans les décisions. C'est comment on fait, enfin, quel projet de la structure il a aussi envie de mettre en œuvre. Est-ce qu'il s'associe pour pouvoir participer aux décisions, pour avoir l'intérêt financier? Enfin, voilà, il y a plein de questions. Et après, c'est effectivement, normalement, c'est au conseil d'administration de pouvoir impulser ça aussi aux associés après, et de pouvoir faire vivre ce sociétariat, et de pouvoir à ce que les salariés puissent dire ce qu'ils auraient envie de faire et ce qu'ils aimeraient faire. Après, il y a Françoise et Juliette qui ont levé la main. Je ne sais pas qui des deux a levé la main en premier. Ah, Françoise. C'est une petite question pour Véronique. Donc, si j'ai bien compris, elle est administratrice. Elle gère. Est-ce que c'est elle qui gère les plannings, les embauches et tout ça? Non, alors moi je suis que l'assistante, donc on travaille en binôme, mais j'ai une responsable de secteur. D'accord. Donc la responsable de secteur, elle gère tout ce qui est la partie administrative, dans le sens où c'est elle qui fait la visite chez le bénéficiaire, enfin qui fait la rencontre avec le bénéficiaire, qui fait le devis, le contrat de prestation, qui gère voilà, toute la partie administrative. Et puis du coup, enfin, puis les intervenants aussi, évidemment, parce que c'est un peu, voilà, ça fait partie de sa fonction. Et moi,
son binôme, en fait, je m'occupe principalement des plannings, de gérer tous les appels téléphoniques et tout ça. Voilà. Donc, les plannings, tu t'arraches les cheveux pour jongler. J'en ai encore un peu. Marie va à droite, Georgette va à gauche, Annie va au-dessus. Oui, oui. Ben, quand j'étais sur le terrain, je me suis bien usée sur le terrain physiquement, mais là, je m'use les neurones, c'est autre chose. Ok, merci. C'était la question 4. Du coup, moi, c'était juste pour témoigner et puis peut-être après pour laisser la parole à Séverine et Chloé par rapport à ça, parce qu'on a eu un petit échange sur le chat. Moi, j'étais salariée de la SCOP. Je suis partie en claquant la porte après le déconfinement et je suis partie travailler plus près de chez moi. Donc, moi, j'étais restée 16 ou 17 mois dans la SCOP. J'avais pris, Gaëlle, tu disais que c'était 0,5% pour une part sociale. En fait, la part de base, elle est à 20 €, une part. Ouais, et après, c'est 0,5% du salaire. Ouais, c'est ça. J'avais dû prendre 2 parts. Et quand je suis partie au bout d'un an et demi, j'ai reçu un chèque. Alors, ils avaient dû bien gérer cette année-là. Hein. J'espère que ça va continuer, Gaëlle. Mais j'avais reçu un chèque de 900 € au bout de participation, du coup, à la SCOP. Et je posais la question à nos collègues en grève de Domidom Caen qui, elles, c'est une filiale d'Orpea, donc voilà, un gros groupe qui, lui, fait énormément de bénéfices et distribue des dividendes à des actionnaires et non à des sociétaires salariés. Donc, je leur demandais si ça les faisait rêver et que Domidom puisse devenir une SCOP. Et du coup, elle demandait, c'est mieux qu'un rêve, comment ce serait possible? Alors Gaëlle, est-ce que ça serait possible qu'une entreprise, comment ça se fait en fait qu'une entreprise, est-ce qu'une entreprise privée normale, enfin normale, pas normale justement, mais habituelle, comment elle décide est-ce qu'elle peut décider de passer en SCOP? Parce que ça pourrait les aider, les filles de Caen, là. Elles pourraient dire à leur patron, bon, ben maintenant, il y en a marre, on passe en SCOP, je ne sais pas. C'est faisable parce que nous, on était une SARL avant. On est passé en SCOP en 2018. Et donc, après, alors, c'est assez technique. Moi, j'en découvre un peu tous les jours du statut SCOP. Quand je suis arrivée en 2016 chez Titi, je suis arrivée en tant que coordinatrice, responsable de secteur. Je ne connaissais pas du tout la SCOP. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un statut particulier. Il y a beaucoup de choses dans les petites lignes. Mais effectivement, on s'est transformé en 2018 et pour devenir une SA SCOP, donc une société anonyme SCOP, avec un conseil d'administration, il faut au minimum 6 salariés associés qui décident à un moment donné de passer en SCOP. Après, là, la complexité, c'est que il y a une SCOP mère et on est la SCOP fille. On est un groupement de SCOP et c'est assez, il y en a peu, en fait, en tout cas. Et comme c'était déjà une SCOP, peut-être que ça a aidé. Et là, je pourrais, par exemple, me renseigner plus, s'il y avait besoin d'aller plus loin sur la question, parce que c'est hyper intéressant. Et c'était Boris Pouillot, qui est toujours le PDG de Titi Floris et qui est à mes côtés aussi sur la direction et qui voulait vraiment que ce projet-là aboutisse. Mais ça s'est fait et c'était réalisable. J'ai levé la main parce que, alors, c'est réalisable, mais je pense que les gros actionnaires d'Orpea ne vont pas vouloir partager leur portefeuille. Excusez-moi, mais il fallait le dire quand même. Bien sûr. Je pense que ça va avec ce qu'ils ont montré d'eux là dernièrement aussi. C'est quelle volonté on a derrière en fait. Est-ce qu'on fait ça pour ramasser le plus d'argent ou est-ce qu'on fait ça pour prendre soin des gens? Voilà, après… Elle voulait répondre, les filles de Caen?
Nous, ça nous paraît. Après, il faut qu'on se renseigne un peu plus, hein, mais je vois pas comment, parce que c'est pas à nous de décider quoi, comment ça se passe. Orpea, Domidom, quoi, ils vont pas lâcher leur bureau. C'est. C'est ce que je Non, disais. et puis après, ça dépend si c'est effectivement une franchise, enfin, quel statut ça Non, a, enfin, c'est pas une franchise. Ouais. Après, en fait, je pense que si on est indépendant, ça peut se faire. Si on est rattaché, effectivement, là, la question, elle se pose sûrement. Je ne sais pas sur quel tenant et aboutissant. Ouais. Par contre, Gaëlle, est-ce que tu sais combien de temps, en fait, parce que tu étais coordinatrice, combien de temps les documents sont conservés, en fait? Parce que nous, on a demandé d'avoir sur les 3 dernières années nos feuilles kilométriques et nos plannings. Et ils ont été incapables de nous les remettre. Ils nous ont dit que c'était archivé que sur 1 an. Alors là, je sais pas combien de temps c'est conservé. Mais nous, je sais qu'on conserve, enfin, on a conservé des documents, ça fait plus d'1 an qu'on les conserve, par contre. Après, mais je n'aurais pas le côté, je saurais pas dire le côté légal de ça. 3 ans. Je pense que c'est 3 ans parce qu'au niveau des prud'hommes, on peut remonter jusqu'à 3 ans pour attaquer une société. Donc normalement, ils ont l'obligation de les fournir normalement. Hein. Je permets, c'est qu'ils ne veulent pas vous les fournir. Hein. C'est qu'ils ne veulent pas vous les dire une volonté de ne pas les fournir. Hein, on a demandé 3 ans, mais. Alors j'ai le problème. Je me permets, j'ai le problème moi aussi dans un groupe, si on est là pour pas le nommer, j'ai beaucoup de mal à récupérer mes feuilles kilométriques et mes temps de trajet. En passant par un syndicat, comme par hasard, je les ai récupérés. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Adressez-vous au syndicat, faites un courrier recommandé. Et si pas, il reste les tribunaux. Voilà. On a fait un courrier, un par mail. Ils nous ont répondu sur papier qu'ils n'avaient pas. Mais bon, on va s'en occuper. Courrier recommandé. Comme on a parlé des prud'hommes, justement, ça les dérange. Donc, on passe à la 4e question. Elle a déjà été faite. Ah oui, alors, 3e. Est-ce que vos structures vont au-delà ou vont plus loin que les termes de la convention collective? Si oui, sur quel point? Par exemple, les frais kilométriques ou si elle prévoit une amplitude horaire 12 heures, est-ce que vous réduisez à 10 heures? Enfin, des choses comme ça. Est-ce que vous faites mieux que la convention collective? C'est ça que ça veut dire. Non, c'est pas possible. Allez, Véro. Ouais. Bon, allez, je me lance. Non, mais c'est vrai que moi, je suis une vilaine petite canard parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on a, avec d'autres boulets de redressement judiciaire, on est vraiment dans la panade pour pas mal de choses. Hein. Donc, alors, concernant la convention collective, on respecte au mieux. C'est déjà une bonne chose. Bon, voilà. Donc, au niveau amplitude horaire, malheureusement, alors le souci, c'est qu'on a, donc pour expliquer un petit peu la situation ici sur Cherbourg, on a quand même malheureusement un manque de personnel évident, un manque de personnel qualifié, et les salariés qu'on a à l'heure actuelle, je dis toujours, en rigolant, mais c'est pas drôle, par le fait qu'ils ont des restrictions médicales. Donc, il me faudrait presque 4 salariés pour arriver à en faire un convenable. Donc, c'est très compliqué parce que nous, sur l'antenne de Cherbourg, comme on a 3 pôles, donc le siège, il est à Coutances, il y a l'antenne nord, donc ici à Cherbourg, et puis il y a une antenne sud à Granville. Donc là, on est répartis en 3. Mais du coup, on a, nous, sur Cherbourg, un nombre de dossiers PCH conséquent que les autres antennes n'ont pas. Donc voilà, on fonctionne un petit peu différemment. Et puis, quand on est dans du PCH, forcément, on fait quand même des missions assez lourdes en tout. Et on finit par être, avoir des problèmes d'épaule, des problèmes de dos et tout ça. Et donc, on a de plus en plus de salariés qui sont un petit peu cassés par la routine, quoi. Et par le fait d'avoir des journées bien remplies avec des tâches
quand même assez conséquente. Et puis, on a beaucoup aussi de pathologies lourdes. Il n'y a pas que voilà, les personnes âgées. Nous, je vois, on a beaucoup de sorties d'hospitalisation. Et puis, tout ce qui est Alzheimer, on a des cancers. Enfin bon, je ne vais pas vous faire la panoplie, mais vous vous doutez bien de ce qu'on peut avoir à l'heure actuelle, quoi. Donc, c'est vrai que c'est plus que 12 heures, quoi. Comment? Donc, du fait, en général, c'est plus que 12 heures, l'amplitude horaire. Non, si tu veux, on essaye, malgré tout, malgré nos difficultés, on essaye quand même de respecter, tu vois, les amplitudes horaires. Si on peut réduire, on les réduit. Bon, on fait du Tetris, hein, comme on dit, on fait du Tetris avec tout, et du coup, on essaye de ne pas se mettre dans l'illégalité, mais on fait ce qu'on peut et vraiment pas ce qu'on veut, quoi. Alors, par rapport à ça, aux amplitudes horaires, justement, je permets d'intervenir. Comme tu dis, Véronique, justement, vous avez beaucoup de personnel en maladie ou fatigué, justement, par rapport à ça. Moi, la question que je pose aussi bien pour les responsables de secteur qui travaillent, puisque j'ai fait les 2 expériences en entreprise et aussi en associatif, vous êtes bien, vous constatez vous-même que les salariés sont fatigués dû à la surcharge de travail. Pourquoi pas peut-être mettre en place des équipes du matin, des équipes du soir ou d'après-midi? Alors, il y a eu un moment, une expérience à ce niveau-là. Bon, ça n'avait pas trop mal démarré. Et puis, finalement, ça s'est vite arrêté parce que il n'y avait pas assez de filles qui voulaient le faire. Et puis, il y avait déjà des difficultés de personnel à ce niveau-là. Donc, en fait, ça a fini que l'engrenage il est revenu au même système parce que on ne pouvait pas le mettre en place. Puis alors, bon, maintenant, ça sera, je pense, encore pire parce que du coup, il faudrait qu'on ait vraiment le personnel adéquat pour pouvoir le faire. Vous dites que certaines filles ne voulaient pas le faire. Mais si vous allez à l'usine, c'est l'employeur qui impose. Et moi, je pense que pour certaines qui ont des enfants encore à la maison, ce système de poste, nous, on le revendique chez Sud. Ça permet aussi qu'il y ait une vie de famille à côté. C'est ça. Donc, c'est pour ça l'intérêt que vous portez là-dessus, c'est que c'est vraiment important de pouvoir mettre ça en place parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de filles en maladie, c'est la surcharge de travail. Nous, les filles sur le terrain, Véronique, tu le sais très bien, tu l'as fait. On est épuisé, c'est pas possible de faire du 7h, 19h tous les soirs, tous les jours. Une journée, 2 jours, ok, mais sur du long terme, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus, je pense. Donc, c'est pour ça aussi que j'interviens là-dessus. Oui, tout à fait. Plusieurs choses par rapport, si je reviens à la question de départ, sur la convention collective, on a fait dans l'entreprise un accord sur l'aménagement du temps de travail, donc avec l'annualisation. Et en fait, on a effectivement acté certaines choses, du coup, comme par exemple, dans la convention collective, les temps rémunérés entre 2 interventions. Donc, je ne parle pas du temps de trajet, mais du temps entre deux interventions, les intervacations. Dans la convention collective, c'est 15 minutes. Nous, on est monté à 30 minutes, par exemple, entre 2 interventions. Donc, on paye du temps de travail effectif quand il y a 30 minutes entre 2 interventions. Par exemple, on a fait ça. Les indemnités dimanche et jours fériés, on est à 30% sur la rémunération. Dans la convention collective, ils disent 10. Quoi d'autre? Je m'étais noté pour y penser. Le travail de nuit, on est parti sur du 21h, 7h. Dans la convention, ils disent 22h, 7h. Sur les heures de nuit, on rémunère à 25%. Ils disent 10% dans la convention. Alors, on ne fait pas de nuit, mais on a une intervention aujourd'hui qui finit à 21h. Et donc, des fois, il y a du dépassement. Donc, à partir du moment où c'est au-delà de 21h, on rémunère un temps autre. Après, c'est une décision chez nous de ne pas faire de nuit et de ne plus prendre d'intervention qui termine à 21h parce que par rapport aux amplitudes, voilà, c'est compliqué, je trouve, même en termes de charge de travail. Et l'autre chose aussi, c'est sur l'ancienneté. On a la convention collective des entreprises de services à la personne. Elle dit que c'est 5 centimes de plus au bout de 2 ans, puis 5 centimes 2 ans encore après, et puis après, il n'y a plus rien. Donc, on reste
15 ans ou 20 ans dans une structure, une entreprise en tout cas de service à la personne, voilà, il n'y a aucune différence avec quelqu'un qui reste 20 ans ou quelqu'un qui reste 10 ans. Voilà, nous, à notre hauteur, on a fait 3 centimes par année d'ancienneté dès la première année. Voilà, donc, bon, c'est pas non plus… mais c'est toujours ce qu'on propose aujourd'hui. C'est déjà voilà. même très bien. Et après, juste pour répondre sur les amplitudes ou les équipes du matin et du soir, juste, c'est pas facile de gérer un temps plein quand on n'est que du matin ou que du soir parce que on a du mal à avoir… on a du mal à imposer nos horaires aux bénéficiaires. Enfin, c'est pas notre but. On veut aussi respecter un peu ce qu'ils ont envie de faire. Donc, autant un SIAD, c'est vrai qu'ils imposent, on viendra à telle heure, etc. Sur un service d'aide à domicile, c'est différent dans le sens aussi où le bénéficiaire paye son intervention. Donc, je pense que ça joue. Donc, on a du mal à mettre en place, on y a déjà réfléchi, les tournées du matin, du soir, par contre. Je pense que sur une organisation, même si effectivement des fois on a des journées qui ont des grandes amplitudes, on essaye en tout cas sur des personnes qui ont un temps plein, d'avoir en plus du jour de repos dans la semaine, avoir une indisponibilité un autre soir pour pouvoir faire autre chose, ou entre midi et 2, ou pas commencer avant telle heure un matin, pour justement qu'il y ait une vie de famille qui puisse quand même exister. Enfin, en tout cas, voilà. Et après, juste pour… en fait, comme on s'est organisé un peu en équipe, c'est aussi finalement propre à chaque équipe de se dire comment est-ce que j'ai envie de travailler. Et si par exemple, ils sont 5 dans une équipe à dire bah, nous, on veut faire des tournées du matin et du soir, bon, bah, ok, faites à partir du moment où le bénéficiaire il a son intervention, que le rythme est respecté, que l'amplitude de travail est respectée. Enfin, ok, proposer des choses et puis on voit après. Donc, je pense que l'orga en tournée du matin et du soir, ça peut être vraiment bien. Finalement, ça convient peut-être pas à tout le monde non plus. Enfin, voilà, donc c'était juste pour… Et les temps pleins sont difficiles à remplir sur une tournée du matin et du soir. Voilà, après, juste pour… Oui, parce que vous avez fait le choix de ne plus faire d'intervention dite ménage, en fait. On en fait On en fait encore. On fait, auprès des personnes âgées ou en situation de handicap. Il reste encore quelques actifs chez qui on fait pour des prestations de confort. Mais c'est des personnes qu'on a depuis quelques temps qui sont très conciliants, qui comprennent qu'on peut annuler parce qu'on va mettre une autre intervention prioritaire. Donc, ces personnes-là, si on a quelqu'un en garde, mais c'est vrai que sinon, on a recentré en fait nos activités auprès des personnes âgées en situation de handicap précaire ou auprès d'enfants ou autres parce que c'est là où il y a le plus de besoins et que intervenir pour des prestations de confort, je pense que ça amènerait d'autres choses et nous, on a envie de se centrer vraiment plutôt auprès d'un public fragilisé. Personne dépendante. Tout à votre honneur. Donc, je vais reprendre la question. Alors, la question 4, elle a été répondue à peu près. C'était quelle est la différence entre une assistante et une responsable de secteur, Véronique. Donc, tu as déjà répondu, donc je vais creuser. Alors, la présence d'une ex-auxiliaire de vie au sein du bureau peut-elle faciliter ou améliorer les conditions de travail, tant pour les intervenants de terrain que pour les autres personnes, dans ton cas, donc administratif? Alors, oui, ça c'est sûr, parce que je n'ai pas bataillé, mais disons que j'ai toujours dit, c'est vrai depuis un bon nombre d'années, avoir que des administratifs au sein d'un bureau, c'est ce qu'il faut, certes, mais ils connaissent que leur partie. Ils ne connaissent pas vraiment ce qui se passe sur le terrain. Déjà, ils ne connaissent pas le matériel qu'on utilise. Alors là, je sais que chez nous, donc il y a certaines responsables du bureau qui vont demander à avoir une formation justement pour savoir ce que c'est qu'un lève-malade, un verticalisateur, etc. Voilà. Donc, petit à petit, on va faire avancer quand même des choses là-dessus. Parce que j'ai toujours dit, j'avais proposé, avant d'être dans le bureau, j'avais déjà rencontré ma directrice et puis je lui avais parlé du fait d'être, admettons, le matin, je faisais mes personnes que j'avais comme d'habitude.
Et puis l'après-midi, je faisais un peu la coordinatrice, c'est-à-dire que je faisais le tampon entre le bureau, le bénéficiaire, les intervenantes, etc. Donc voilà, c'était un poste, je voulais un poste un petit peu comme ça, moite-moite. Bon, malheureusement, la chose qui ne pouvait pas aller, c'est il n'y a pas de sous, je ne sais pas comment faire pour mettre ça en place. Donc, on en revient toujours à ce maudit boulet qu'on traîne, quoi. Bref. Mais sinon, bon, moi, j'avais des idées comme ça aurait pu se faire. Peut-être que si on n'avait pas été dans la panade, on aurait peut-être pu y arriver. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, maintenant, je suis au bureau, effectivement. Et à force de discuter et puis voilà, d'échanger sur ce qu'on connaît, nous, sur le terrain, bon, ça a amené ces idées-là. Le fait de faire emmener les administratifs dans des formations pour mieux connaître les choses. Et puis, bon, il y a ça, il y a le fait aussi que, bon, comme on est sur le terrain, on n'a pas du tout la même vision. Enfin, eux, ils ont la vision, voilà, des plannings de ceci, de cela. Et nous, on a la vision des conditions parce qu'on les a faites et parce qu'on a été voilà, sur la route et ces choses-là. Et des fois, on dit, oh, attention, voilà, temps de route, c'est pas possible, etc. Est-ce que même si on fait MAPI ou je ne sais quoi en disant, oh, bon, oui, et puis pendant 2 interventions, en 5 minutes, tu y es et toi, tu dis, oh, non, ça, c'est pas possible. Enfin bon, voilà. On amène des choses. C'est-à-dire que finalement, maintenant, on se complète quelque part, parce que bon, moi j'étais, voilà, j'ai atterri dans le bureau, mais il y a beaucoup de choses encore que je ne connais pas, même au bout d'1 an, honnêtement, je le reconnais, hein, j'ai encore des lacunes, hein, c'est clair et net. Mais sinon, eh ben, on arrive à avoir un échange et puis avoir petit à petit quelque chose de constructif, quoi. C'est bien. Il en faut plus alors. Et le poste, oui, une création d'emploi de coordinateur de terrain avec les administrateurs, par les administratifs, serait pas mal aussi, ça. Voilà, que ça puisse faire un relais entre tout le monde. Il faut le financement. Donc, pas d'intervenant sur cette question? Non, c'est juste pour dire à Véronique, tu dis tu as encore des lacunes et tout ça. Bon, même moi, j'ai encore des lacunes, même après des années d'expérience. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que je te rejoins totalement. Le fait de nous, on a expérimenté ça et en fait, on se rend bien compte. Moi, je me rends compte, par exemple, du statut de coordinatrice à directrice, par exemple. Je vois bien que, en fait, il y a des choses que je vais mieux comprendre. Et j'arrive mieux à mesurer, en fait. Et donc, il y a des choses qui vont parler aussi, qui vont me faire résonance par rapport à l'expérience qu'on peut avoir. Et je pense que avoir des personnes qui connaissent le terrain auxiliaire de vie, ça peut que apporter une vue sur des choses que des fois, on ne visualise pas. On est incapable de visualiser parce qu'on n'y est pas, en fait. On n'est pas au domicile et on ne voit pas. Et en fait, on peut dire, ah oui, mais tu sais, je l'ai prévenu. Ouais, ok, en fait, ça ne change rien. L'auxiliaire de vie, quand elle y va, elle a toujours les mêmes réflexions, les mêmes choses, et ça crée un fossé. Et je trouve qu'on a trop, des fois, un fossé administratif terrain, alors qu'en fait, si on travaille vraiment les mains dans la main, chacun va apporter son expertise et son recul, et en fait, je pense que ça peut vraiment hyper fonctionner. Moi, je suis à 100% pour. Je trouve ça vraiment super. Ouais. Du coup, pour celles qui n'étaient pas là à la dernière réunion, forcément, qu'on a eue, je m'étais présentée un peu plus dans le sens où je vous ai dit tout à l'heure que j'étais auxiliaire de vie depuis 3 ans. En fait, là, je suis en formation pour être responsable de secteur, voire directrice d'un pôle médico-social, par exemple, ou d'un établissement. Parce qu'en fait, j'en ai eu assez à un moment donné d'entendre les conseillères techniques de l'association où je travaillais me dire de toute façon, c'est pas aux bénéficiaires de choisir les auxiliaires qui viennent chez lui, ou alors c'est pas aux auxiliaires de choisir les bénéficiaires. Alors bon, c'est discutable, mais moi, c'est vrai que ça me faisait assez marronner d'entendre dire ah si, tu as le temps d'aller de tel endroit à tel endroit. Bah non, je sais que j'ai pas le temps. Il y avait des problématiques qu'elle ne comprenait pas. Plein de fois, on a dû expliquer l'importance que c'est de boire juste un café avec quelqu'un. Ah bon, ça fait partie de votre travail? Bah oui, ça fait. Voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est des exemples un peu bêtes, mais je pense que celles qui ont travaillé savent de quoi je parle. C'est important pour moi, je pense que ceux qui dirigent, entre guillemets, savent ce qui se passe en bas. Et le fait justement que des personnes
qui ont vécu le terrain, qui l'ont appréhendé, qui ont réfléchi, puissent après aider les autres et les conseiller vraiment en sachant vraiment de quoi elles parlent. Je trouve ça super important et c'est dans la dynamique, c'est ce que j'aimerais faire aussi plus tard, quoi, du coup. Alors, on recreuse encore un peu la question. Du fait, ces questions-là sont pour Véronique. Moi, j'ai pris juste les questions sur le fil. Hein. Alors, était-ce une demande de votre part, Véronique, ou est-ce une proposition de la direction, ce poste d'administratif? Alors, ce poste d'administratif, en fait, donc il y a le turnover sur le terrain et il y avait aussi le turnover dans le bureau. Bon, c'est ça. Donc c'était une cata, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le temps de connaître une responsable de secteur qu'elle était déjà partie. Bon, bref. Donc voilà, c'était un petit peu la cata à ce niveau-là. Donc à l'heure actuelle, là, donc la dernière vient d'intégrer le bureau et là, on pense qu'on va être au complet, que ça devrait être définitif. Donc là, on a un bon groupe, voilà, ça devrait bien se passer. Bon. Alors, est-ce que c'était une volonté de ma part? Au départ, non, mais ça a été une proposition qui m'a été faite par ma directrice, entre autres, et puis par la cadre de secteur, qui m'a dit, ben tiens, pourquoi pas, est-ce que ça t'intéresserait? Bon, voilà. Alors, moi, je suis une balance. Alors, je pèse le pour, le contre. Il faut que voilà, je prends mon temps pour réfléchir. Et puis après, bah oui, je dis pas pourquoi pas. Puis, comme j'avais quand même pas mal de soucis, je pense que j'aurais pas continué non plus comme ça jusqu'à la retraite, honnêtement, sur le terrain. Donc, je me suis dit, ça peut être quand même quelque chose de bien. Donc, du coup, oui, effectivement. Puis, c'est vrai que le fait d'avoir rencontré la directrice et puis d'avoir fait des propositions par rapport à ce que je voulais intégrer, le fait que je disais de faire le boulot le matin sur le terrain, puis l'après-midi de pouvoir faire la coordinatrice. J'avais même proposé d'autres choses pour les salariés, pour un peu de bien-être pour les salariés, tout ça. Donc, j'avais déjà un bon échange avec ma directrice. Donc, quelque part, c'est ce qui m'a donné aussi des bons points de ce côté-là, quoi. Et puis, ça voilà. semblait évident. Voilà. Ça a dû sembler évident. Oui. Alors, avez-vous rencontré des difficultés à passer de l'un à l'autre? Non, du tout. Du tout. Non, je n'ai pas eu de difficulté. Bon, c'est vrai que quelque part, ça m'embête un petit peu de quitter le terrain parce que par rapport à mes bénéficiaires que je connaissais depuis des années, forcément, bon, je sais qu'il y en a qui n'étaient pas très contents parce que, ouais, ils allaient me perdre, quoi, quelque part. Mais bon, j'arrive toujours de temps en temps à les avoir au téléphone et puis, bon, je garde quand même un certain lien, voilà, ce qui est normal. Hein. On ne se défait pas de nos personnes comme ça, quoi. Mais non, autrement, non, je n'ai pas eu de difficulté. Je ne peux pas dire qu'il y a eu de difficulté par rapport à ça. Et vous regrettez votre choix ou pas? Non, je ne regrette pas du tout. D'accord. En fait, là, la question, c'est un peu ce que vous avez dit. Quand vous avez eu la préparation, je pense avec Juliette, vous lui aviez parlé du poste de faire mi-temps chez les bénéficiaires et voilà. L'après-midi la coordination. Et elle demande justement si ça aurait été une meilleure solution au sein de la structure ou au sein des structures. Est-ce que ça serait un bon moyen de rendre les missions aussi bien sur terrain qu'administratif meilleures, quoi, des conditions meilleures? Bon, malgré tout, maintenant, le fait d'intégrer que déjà des gens de terrain, enfin qui étaient sur le terrain, intègrent les bureaux, donc ça apporte déjà un minimum, un minimum vital, on va dire. Mais c'est vrai que peut-être qu'un pur coordinateur sur le terrain qui fait le relais entre tout le monde, ça peut être bien aussi. Après, bon, faut voir comment sont redéfinies les choses parce que bon, le reste, quand on voit le responsable, bon, malgré tout, c'est lui qui fait le relais entre le bénéficiaire, l'intervenant, parce que la responsable de secteur, je vois là en ce moment, elles sont en train de faire ce qu'on appelle des réunions de pôle, c'est-à-dire qu'elles prennent certaines
Nous, au sein de notre antenne, on est répartis en 3 secteurs géographiques. Donc, ça fait 3 responsables et 3 assistantes. Et du coup, là, en ce moment, donc, comme je disais, ils sont en train de faire des réunions de pôle. Donc, ils prennent un nombre de filles de leur pôle. Ils font une réunion avec la cadre de secteur. Ils parlent des difficultés, des choses voilà, dont elles ont envie de parler et puis de mettre sur la table. Et puis, essayer de résoudre les problèmes. Et puis, ils font des entretiens, etc. Donc, malgré tout, quelque part, maintenant, je pense que là, on est en train d'arriver à la chose où, effectivement, on peut avoir un meilleur relais entre tout le monde. Parce que les réunions de pôle, il n'y en avait plus depuis peut-être 3-4 ans, bien avant le Covid. Donc, voilà. Il y avait besoin de ces choses-là. Et puis, certaines associations, il y a, mais les salariés n'ont pas le droit de parler. Donc, ça ne sert à rien. Plus de questions? Moi, je voulais, si j'avais levé la main, puis après, je l'ai baissée. Voilà. Juste par rapport au fait que quelqu'un de terrain intègre les bureaux, moi, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est le cas. Donc, c'est une ancienne auxiliaire de vie, pareil, qui est maintenant responsable de secteur. Et c'est génial, quoi, parce qu'elle capte tout de suite ce qu'on dit, elle comprend, elle sait. Donc, c'est hyper fluide. Donc, ça, c'est vraiment important. Et j'ai une autre responsable de secteur qui est allée sur le terrain cet été parce que c'était assez galère cet été. Et c'est pareil, en fait, même si elle était déjà, même si ça se passait déjà hyper bien avec elle auparavant, le fait qu'elle soit allée sur le terrain et qu'elle ait vu les bénéficiaires, nos bénéficiaires, enfin quand je dis nos, c'est pas les nôtres, hein, mais voilà, qu'elle ait vu les situations, c'est pareil, elle capte tout de suite. Et quand on lui dit là, ça va pas, là, j'en peux plus, là, c'est vraiment compliqué, elle va pas essayer de nous dire oui, bon, hein, elle sait quoi, elle sait que notre parole, elle est entendue en fait. Et ça devrait être comme ça partout, quoi. Il devrait y avoir au moins des anciennes auxiliaires de vie de la boîte, de la même boîte qui est… Alors moi, je n'irai jamais dans les bureaux, hein, donc tant mieux s'il y en a d'autres que moi qui le font, parce que moi, je préfère être sur le terrain. Mais c'est vraiment indispensable pour moi, quoi. Et je ne comprends même pas que ça soit pas quelque chose qui soit dans les clauses d'accord entre… Alors, ce n'est pas des clauses d'accord… quand les départements signent des conventions, voilà. Dans les conventions avec les structures du maintien à domicile, ça devrait faire partie en fait d'une des clauses des conventions, c'est-à-dire que vous vous engagez en tant que structure à avoir une personne, à faire passer une personne, enfin à faire passer. C'est moche de dire comme ça, mais à proposer en tout cas et à faire en sorte que ça puisse se faire sur au moins un de vos secteurs, quoi. Voilà, j'arrête là. Tu levais la main, Gaëlle. Est-ce que tu avais quelque chose à faire passer rapidement? C'était juste pour dire effectivement que je pense que le fait d'aller sur le terrain fait vraiment rendre compte de certaines situations qu'on n'avait pas et dont on ne prend pas mesure non plus en fait, quelle urgence ou quel degré d'urgence. Et je pense que aussi les coordinatrices qui n'ont pas été sur le terrain ou qui ne connaissaient pas le terrain, je pense qu'elles sont aussi parfois démunies de savoir quoi faire ou comment répondre aux besoins. Et le fait d'y aller sur le terrain, ça permet aussi à ce qu'elles prennent plus de hauteur par rapport à certaines choses. Et je pense que du coup, ça prend sens aussi pour elles de du coup savoir comment agir parce qu'elles ont été aussi sur le terrain directement. Mais rares sont celles qui acceptent de venir sur le terrain aussi pour se rendre compte par elles-mêmes, quoi. Mais bon. Bref. Et est-ce que aussi on donne l'opportunité je ne sais pas si par exemple une coordinatrice qui a envie d'y aller, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui veut dire bah non, c'est bon, tu as autre chose à faire que d'aller? Parce que sur les structures, nous, on entend beaucoup les administratifs qui coûtent cher. Donc, si on envoie une journée passée sur le terrain, enfin, voilà, il y a plein de choses derrière aussi. Et je me dis, peut-être qu'il y en a qui aimeraient plus y aller et on ne leur donne pas la possibilité. Et je trouve ça hyper dommage, effectivement. Enfin, faut qu'on leur laisse, c'est vrai, mais bon, même déjà 1 heure, ça serait déjà pas mal. J'ai eu le cas d'une secrétaire qui avait dit ah bah je viendrai, qui n'est jamais venue, quoi. Donc bon, après,
à voir, quoi. Question suivante, vous êtes tous d'accord? Oui. Ouais. Alors, c'est pour Gaëlle. Pouvez-vous expliquer ce qu'est la méthode Burzog et comment vous vous en êtes saisi dans la SCOP? Donc, la méthode Burzog, en fait, c'est une philosophie néerlandaise où, en fait, ils ont, pour simplifier, hein, je vais faire vraiment très simple, du coup, ils ont décidé de reprendre, en fait, le bénéficiaire, celui à qui on dispense les soins au centre, du coup, de la prise en charge. Et en fait, il y a des équipes qui sont constituées autour du bénéficiaire. Et en fait, chacun dans cette équipe va fonctionner de manière autonome sur un secteur en particulier. Chacun dans cette équipe va avoir un rôle qui tourne, un planning, un rôle qu'est-ce qu'ils sont comme rôle? Celui qui va s'occuper du recrutement, celui qui va s'occuper, etc. Et en fait, sur les équipes Burzog, ça fonctionne un peu différemment là-bas, mais il y a souvent un aide-soignant, une auxiliaire de vie, une infirmière, enfin voilà, il y a différents métiers, corps de métier qui se rassemblent en fait autour de la personne. Ça s'étend un peu en France, plutôt sur le côté justement se recentrer toujours au niveau du bénéficiaire et de pouvoir en fait à ce qu'il y ait des équipes qui s'organisent, des équipes d'auxiliaires de vie, d'aide à domicile, qui s'organisent en fait entre elles pour que le bénéficiaire il ait la meilleure prestation qu'il puisse y avoir, en alliant en fait des conditions de travail qui puissent correspondre à chacun et que chacun en fait est acteur en fait de l'organisation dans laquelle ils fonctionnent en fait. Enfin, c'est vraiment ça. Donc ils vont faire leur planning, ils vont recruter leurs collègues, ils vont dire tel bénéficiaire, on a une nouvelle demande, est-ce qu'on intervient auprès de lui, est-ce qu'on a les moyens d'intervenir, est-ce qu'au niveau des heures ça le fait, est-ce que etc. Donc ça c'est un peu nous on s'en est saisi dans la SCOP, on a été accompagné par un collectif. En fait, c'est juste qu'à un moment donné, on s'est dit qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, qu'il y avait trop de souffrance au travail, que les intervenants terrain n'étaient pas bien, les coordos n'étaient pas bien. En fait, on a tout le monde, les bénéficiaires, qui n'est pas bien. Enfin, donc, on se dit, en fait, est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on n'essaie pas de faire différemment? Donc, l'idée, c'était ça. C'est ça qui nous a tenus. On a assisté à une journée où ils nous ont expliqué ce que ça pouvait être ils appellent ça les équipes autonomes et responsables. Du coup, on s'est dit que peut-être on pouvait essayer de faire quelque chose chez nous. Alors, on n'est pas des équipes autonomes et responsables. Enfin, voilà, les termes et tout ça, est-ce que ça convient ou pas? Mais en tout cas, on s'est réorganisé, c'est-à-dire qu'on a créé des équipes, on se réunit tous les 15 jours ou tous les mois régulièrement. Enfin, on essaye de remettre du sens en fait dans les métiers, que chacun puisse dire effectivement ce que tu disais tout à l'heure, Véronique, les réunions de pôle où en fait on va écouter les difficultés et en fait c'est quelle solution on a, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faciliter ça. Et en fait, ça nous a paru aussi un peu une évidence par rapport à la SCOP, parce que quand on est en SCOP, on est acteur de son travail. En tant qu'associé, on est censé justement pouvoir donner des directives un peu sur des projets, etc. Et on s'est dit, du coup, les deux, ça colle. Je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose par rapport à ça. Et donc, du fait, les répercussions pour les intervenants et pour les administratifs, les répercussions sont bonnes. Les répercussions sont bonnes. Je pourrais en parler pendant 10 millions de temps, mais je pense que les équipes terrain, en tout cas, on dira si je me trompe, mais je pense que ça fait du bien de se retrouver, ça fait du bien de parler de son travail, ça fait du bien de parler de ses difficultés, ça fait du bien de connaître ses collègues, déjà tout simplement, de se dire qu'on n'est pas tout seul, on parle, il y a des groupes de discussion par équipe et dire bonjour, bonne journée, voilà, etc. Ça permet quand même de se dire qu'on n'est pas tout seul et en fait, je pense que ça
ça permet pour les coordos, je pense, de mieux comprendre aussi ce qui se passe des fois, enfin, comment ça se fait et quelles sont les demandes, etc. Et de mettre en place. Après, c'est encore pas toujours simple, je pense, mais dans l'idée, on essaye d'avancer en tout cas vers ça. Ça pose d'autres problématiques, etc. Mais je pense qu'on est convaincu que c'est une solution, en tout cas, qui va permettre de ramener du mieux-être et ramener du sens. Après, c'est pas encore au top. Et puis, il y a plein d'étapes. On est passé par plein d'étapes. On passe encore par plein d'étapes. Mais voilà. En tout cas, je pense que c'est... C'est de bonne volonté. Ouais, et puis je pense que c'est quand même positif. Enfin, il y a des choses qui se passent dans les équipes et il y a des choses hyper intéressantes. Et enfin, c'est super. Enfin, c'est vraiment super. D'accord. Alors, quels sont vos rapports avec les élus responsables, administratifs, autonomie, handicap de vos départements? Enfin, en tout cas pour Titi Service, nous, sur le 44, c'est vrai que ça dépend vraiment des personnes aussi qui sont au département. Sur le 49, avec le département du 49, on est très bien reconnus, on a des très bons échanges, ils bougent aussi beaucoup pour faire connaître les métiers, etc. Donc, il y a des choses vraiment qui se passent, qui sont hyper intéressantes. Sur le 44, s'il y a moins de choses qui se passent, il y a des relations, mais c'est cordial. Je pense qu'il faut, après, voilà, je ne suis pas non plus très expérimentée sur le sujet. Donc, je pense qu'il faut avoir du temps aussi pour demander à les voir, à les rencontrer, s'acharner, etc. Donc, il n'y a pas vraiment après, je pense qu'il y a beaucoup de services d'aide à domicile, donc j'imagine que c'est compliqué, mais nous, en tout cas, on n'a pas beaucoup de relations. Là, on essaye de bouger un peu plus et je vais les rencontrer là encore bientôt. Je les ai eus au téléphone, au niveau du département surtout. Oui, par rapport à ça, alors écoute, moi je suis mal placée parce que c'est pour moi qui les rencontre, donc du coup, il aurait fallu que ce soit ma directrice là, qui réponde à la question. Mais je sais qu'elle y va quand même, elle rencontre quand même pas mal de monde et puis c'est vrai qu'elle est tout le temps en recherche de financement pour aider notamment quand il y a eu l'avenant 43, puis là il y a eu le 51, les 52, c'est pareil. Donc elle s'arrache un peu les cheveux à savoir comment ça va être financé. Bon, il y a une partie où voilà, ça va être fait d'office, mais c'est par la suite. Ce qu'elle a peur, c'est par la suite. Donc je sais qu'elle elle prend ses petites jambes et puis elle va chercher des financements à droite, à gauche. Mais bon, en principe, les relations sont pas mauvaises. De manière générale, ça va. Il n'y a pas de gros soucis à ce niveau-là, quoi. Bon, elle n'obtient pas forcément ce qu'elle voudrait, malheureusement, mais sinon, on n'entend pas parler de difficultés particulières, quoi. Bon, alors, réponse suite à la deuxième. Trouves-tu que les fédérations employeurs se battent de manière efficace pour le secteur? Alors, une fédération employeur. Pour UNA, moi je vais parler pour UNA, je pense que malgré tout, oui, ils font. Alors, ils essayent d'avancer sur des choses. Alors, je ne saurais pas dire sur quoi, surtout, mais bon, mais je sais que oui, ils essayent quand même de faire avancer le public, comme je dirais. C'est pas très joli, mais bon. Mais je sais qu'effectivement, oui. Pour nous, je trouve quand même qu'ils essayent de se bouger. Après, je ne peux pas parler des autres parce que je ne connais pas. Mais par rapport à notre structure, bon, voilà. Je vois aussi beaucoup sur Twitter et tout ça. Je sais qu'on a une présidente nationale, oui, franchement, qui se bouge, quoi. C'est bien. Donc, Gaëlle, c'est pas nous, on est affiliés à la FEDESAP. Après, je ne trouve pas qu'ils fassent beaucoup de choses, en fait. Après, voilà, là, dernièrement, on a des communiqués, mais non, je pense qu'ils ne se battent pas assez efficacement, en fait. Et là, j'ai vu un truc la dernière fois passer. Ils nous communiquent sur... si vous voulez assister à un webinaire pour savoir comment des structures se sont organisées un peu différemment pour améliorer les conditions de travail et tout ça,
parce qu'on a aidé, on a cofinancé ces structures justement à s'organiser différemment. Et du coup, je me dis, OK, alors, quelles structures ils ont cofinancé? Est-ce que c'était un appel à projet à un moment donné? Nous, on n'a rien vu passer. Nous, on s'organise différemment depuis 1 an et demi. Et en fait, non, je suis un peu remontée parce qu'en plus, c'est quand même un coût. Et en fait, on a accès à une base documentaire. OK, c'est bien, mais je veux dire, non, je trouve qu'ils font pas assez pour les minima des conventions collectives. C'est une blague. Je veux dire. Oui, alors c'est une blague, surtout la vôtre, hein. Alors, par contre, si on veut faire une comparaison à l'UNA, je pense qu'il y a un très bon service juridique pour aider les associations. Je sais parce que dans l'association où j'ai été faire le protocole électoral, il y avait 1000 salariés. Ils dépendent de l'UNA et il y a eu une assistance juridique en ligne gratuite. Je sais aussi qu'ils ramènent tout à l'UNA dès qu'il y a une décision à prendre, alors que je suis persuadée que c'est faux ce qu'ils nous avancent parce que par contre, l'UNA, quand je vais chercher sur Google, je vois un peu ce qu'ils mettent en place, genre la fiche de paye, comment faire un bulletin annexe, etc. Je vois leurs exemples, on peut les même accéder, alors que ce n'est pas mis en place dans cette association. Donc, je pense qu'il y a une grosse différence aussi, moi, au niveau et les fédérations employeurs associatifs. Après, la FEDESAP, ils ont un service juridique, on peut les joindre. Enfin, voilà, ils vont répondre à notre question. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'ils améliorent la base des conditions de travail et qu'ils aillent vraiment. Voilà, oui, effectivement, ils proposent des choses aux gens qui sont affiliés à la FEDESAP, mais après, se battre efficacement pour le secteur, si je reprends la question, je ne suis pas sûre qu'ils se battent efficacement pour le secteur, quoi. Voilà, c'est juste. Peut-être Séverine, du coup? Oui. Moi, j'avais une question, parce que vous devez vous douter qu'étant en grève, nous sommes en pleine négociation. Et concernant, en fait, on avait une question concernant le taux horaire de chacune, niveau 4, niveau diplômé ou même aux aides ménagères, savoir c'est quoi vos taux horaires pour celles qui sont d'accord de le dire. À qui? Chez Gaëlle? Ouais, Gaëlle, c'est la même convention collective que vous. C'est la SAP. Donc, Gaëlle peut peut-être répondre. Oui, nous, aujourd'hui, on est à le taux horaire pour. En fait, on a deux types. On a 3 postes. On a les assistants de vie niveau 1, assistants de vie niveau 2, et on a des conducteurs accompagnateurs, parce qu'on a un gros service d'aide à la mobilité. Les conducteurs accompagnateurs ne sont pas représentés dans la convention collective aujourd'hui. Et du coup, on est à 5 centimes pour les AV1 et les conducteurs accompagnateurs. On est à 5 centimes au-dessus du SMIC aujourd'hui. Et les assistants de vie niveau 2 sont à 5 centimes sont à 10 centimes au-dessus du SMIC. Il y a 5 centimes de différence entre les AV1, conducteurs accompagnateurs, et les AV2. Et en fait, la convention collective, effectivement, il y a plusieurs niveaux, mais on est resté sur AV1, AV2. D'accord. Il y a des différences, quand même, entre les AV1 et les AV2. Ouais, alors 5 centimes. Mais oui, il y a cette différence de 5 centimes. Au-dessus du SMIC. Ouais, les AV1, 5 centimes au-dessus du SMIC et les AV2, 10 centimes au-dessus. Et on garde cette. Parce que les minima, ils paraissent en octobre pour des changements de SMIC en mai, alors qu'il a réaugmenté entre-temps. Donc, en fait, il n'y a pas de minima. Ils peuvent appliquer. On pourrait appliquer le SMIC pour tout le monde le temps que paraissent les minima. Prochaine question, il y a d'autres mains levées? Pas d'autres mains levées? Oui, il y a Oppo à 72 qui d'ailleurs ne s'est pas présenté tout à l'heure. Je crois que tu n'avais pas répondu. Alors, je t'invite à le faire maintenant si tu veux. Alors, je ne me suis pas présentée parce que j'avais un souci avec mon ordi. Donc, je m'appelle Karine, je suis auxiliaire de vie. Donc, je veux bien répondre. Moi, je n'ai aucun problème avec mes salaires, au contraire. Donc, moi, je suis degré 2, échelon 3.
Je fais 130 heures par mois et mon taux horaire est de 14,19 €. Alors, je vais préciser que ça, c'est la convention collective BAD. Exactement, tout à fait. Voilà. Brut ou net? C'est du brut. Hein. Ah oui, bah oui. Ce serait trop beau. Ah oui, ça serait trop beau. Oui, mais quand même, 14 €. Combien, tu me redis? Je suis à 14,19 €. Je suis degré 2, échelon 3. C'est J'ai très 14 peu. Hein. ans d'ancienneté. Hein. C'est très peu de personnes qui ont ce degré et son échelon. Et il faut quand même vous dire que c'est quasi 3 € au-dessus du SMIC. Hein. Même en brut, c'est quand même un bon taux horaire pour moi. Mais je me suis battue pour avoir ça. C'est bien. Alors, Donc, je vous dis carrément mon salaire en fin de mois avec mes frais kilométriques qui sont 130 € remboursés. Ça me fait 1664 € à peu près tous les mois. C'est pas. Je mérite plus, hein. Mais comme dit, je ne sais plus ton nom, excuse-moi. Il y a, ouais, je m'estime mieux lotie que certaines, quoi. Mais il faut continuer à se battre. Alors, selon les chiffres d'Amélie, je suppose que la sécurité sociale, vous voulez dire, notre secteur d'activité a 3 fois plus d'arrêts et d'accidents de travail que d'autres secteurs, comme par exemple le bâtiment. Des temps partiels thérapeutiques, des inaptitudes, des risques psychosociaux. Que faites-vous ou pas face à ces problématiques de santé? Les salariés sont-ils ou elles associés dans une réflexion et recherche de solutions et d'actions? Qui veut répondre? Véronique, Gaëlle? Alors, honnêtement, là, ça. Donc, oui, effectivement, la question est bonne, sauf que la réponse va l'être un peu moins. Mais bon, parce qu'en fin de compte, pour le moment, chez nous, c'est un petit peu pas jouable, hein, le fait de trouver une solution. Et comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on prenne 4 salariés pour en faire un. Donc, à l'heure actuelle, c'est pas jouable. Ça sera peut-être jouable, on va dire, allez. Peut-être qu'ils commenceront à y réfléchir à partir du début de l'année prochaine, mais en ce moment, non, c'est infernal, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est une réponse pas acceptable pour moi. Gaëlle, elle dit qu'elle avait déjà mis des pôles autour du bénéficiaire. Donc, apparemment, il devrait y avoir une entente de travail aussi pour faciliter la tâche du travail. Ouais, en fait, il y a les équipes où effectivement elles parlent des sujets dont elles ont envie de parler et qu'elles mettent en ordre du jour en fait en fonction des urgences de chacun. Et après, on a participé l'année dernière à une proposition de la CARSAT pour justement parler des risques professionnels dans les métiers d'aide à domicile. Et donc, on a travaillé pendant 1 an avec un cabinet d'ergonomie et la CARSAT. C'était un programme qu'ils avaient lancé. On était 4 structures du coup à suivre ce programme et ça nous a permis en fait de prendre conscience qu'on ne faisait pas grand-chose par rapport à ça en fait. Et donc on a mis en place alors on essaie de mettre en place une politique de prévention et du coup on a créé une commission de prévention des risques en fait avec un intervenant de chaque équipe qui va être un peu un référent prévention, donc qui va récolter un peu les risques rencontrés au domicile de son équipe et qui va les remonter à cette commission pour qu'on puisse travailler sur des choses. Donc après, on s'est aussi rendu compte qu'on n'en parlait pas assez, donc on a commencé à beaucoup en parler. On a eu peut-être un effet, on a eu énormément d'accidents du travail cette année par rapport à l'année dernière, donc je pense aussi que c'est un des faits d'en parler plus. Les salariés osent plus dire aussi à un moment donné qu'ils se sont fait mal. Enfin, ils sont plus libérés de ce point de vue-là, en tout cas. Du coup, on a beaucoup travaillé. On en parle aussi beaucoup avec les coordinatrices sur des situations, justement pour remettre en place des
des choses pour qu'on puisse pallier aux situations urgentes pour éviter, avant de se faire mal. On va essayer de faire un livret de prévention des risques. On va essayer de faire un livret pour le bénéficiaire aussi, pour essayer de l'éduquer, entre guillemets, parce que lui aussi, il ne se rend pas compte que la personne qui vient chez lui une fois par semaine, en fait, elle fait la même chose répétée fois 10 millions, sur la semaine avec plein d'autres bénéficiaires. Donc, on va essayer de mettre des choses en place. Mais du coup, en discutant avec les intervenants. Donc voilà, on s'est réunis 4 fois. Là, il y a la 5e commission des risques. Donc ça se fait petit à petit. On n'a pas révolutionné le truc, mais déjà, on en parle beaucoup plus. Et je me suis rendu compte aussi, on s'est rendu compte aussi que si on n'en parle pas, en fait, on le fait. Et puis, on ne se rend pas compte qu'on ne devrait pas le faire aussi. Donc il y a beaucoup de communication. En tout cas, on essaye, quoi. Moi, je vais donner un petit exemple. Par exemple, à Véronique, il y a des petites choses qui ne sont pas très difficiles à mettre en place. Et je sais qu'il y a une association, et c'est de la DMR qui le fait, je crois, je ne sais plus quel département, oblige les bénéficiaires, si ce n'est seulement que d'avoir un balai Villeda, où les filles, elles ont pu se baisser dans le seau, où elles ne tordent plus les serpillères à la main. Et du fait, ça fait déjà un petit confort au niveau de l'activité ménage. C'est toutes des petites choses à réfléchir, en fait. C'est des petits trucs. Après, j'avais un complément de question. Par exemple, aussi bien chez les deux, si vous mettez en place un binôme, qui paye la seconde intervenante? Le bénéficiaire, l'entreprise, l'association? Qui? Nous, on avait une enveloppe du département. On avait une enveloppe d'un certain montant, donc sur une certaine durée. Et donc, il fallait qu'on mange cette enveloppe-là à faire des doublons sur certaines situations. Alors, notamment quand on voulait mettre en place des nouveaux intervenants, donc on s'en servait. Et puis, ça pouvait être aussi dans le cas où, justement, certains salariés ne connaissent pas le matériel. Donc, du coup, on les a mis en doublon pour voir comment on utilisait un verticalisateur et des choses comme ça. Donc ça fait partie des choses qu'on a mis en place. Oui. Vous l'aviez, mais vous ne l'avez plus? Non, parce que si tu veux, je sais qu'on avait une enveloppe, donc il s'est arrêté fin août. Donc maintenant, pour l'année, là, c'est fini. Donc il va falloir que ma directrice remette ses petites jambes en service et puis qu'elle retourne pour négocier. D'accord. Et pour Gaëlle, alors? Chez nous, c'est tous les doublons pour les nouveaux arrivés dans l'entreprise. On fait à peu près 2 ou 3 jours de doublons. Pour des situations spécifiques, on fait des doublons. Pour voir l'utilisation du matériel, on fait des doublons en fonction. Mais tout ça, c'est l'entreprise qui prend en charge. Les commissions de prévention des risques, les réunions des intervenants. Tout ça, c'est nous qui on finance. L'entreprise, elle finance ses heures de réunion, les heures de doublon. La seule chose qui, des fois, peut arriver, c'est que si une seule personne, on n'arrive pas à faire si pour une intervention, une seule personne ne suffit pas, il faut être 2 pour mobiliser, par exemple, la personne. Soit il y a un doublon avec un SIAD, donc le SIAD qui a pris en charge et nous, il paye l'intervention, le bénéficiaire. C'est nous est arrivé sur 1 ou 2 fois, donc c'est très rare, de mettre en place 2 intervenants de chez nous pour une situation. Et du coup, c'est le bénéficiaire qui paye dans ces cas-là, si c'est une intervention en doublon. Mais non, on n'a pas d'enveloppe pour… Oui. Non, il n'y a pas d'enveloppe. Alors, donc Gaëlle, vous nous avez écrit il reste temps à faire. Quoi en priorité d'après vous? Le salaire. Je pense que ça passe par là déjà. En fait, on peut aimer son métier, on peut s'investir dans son métier, on peut mais je pense qu'il y a vraiment besoin d'une revalorisation parce que ce qu'on fait, on peut pas. La société, elle peut pas faire sans les auxiliaires de vie, les aides à domicile. Et je pense qu'en fait, on peut faire reconnaître ce métier par plein de choses. Nous, on fait plein de choses. Par exemple, chez nous, on donne un véhicule de service, on fait des réunions, on essaie de s'organiser.
Il y a des équipes qui se sont organisées en un week-end sur 3. Enfin, voilà, on les laisse faire. Mais ça suffit quand même pas, en fait. Les conditions de travail, c'est pas les seules choses qu'on peut résoudre par rapport à ces métiers-là. Donc, je pense que ça passe par là déjà. Et après, tant à faire parce qu'on voit tous les jours des situations où là, j'ai une salariée qui m'a encore dit, j'ai eu la secrétaire du médecin qui m'a dit que j'étais rien pour parler au médecin. Et ben ça me, par exemple, voilà, ça me révolte. Et je me dis que y a tant à faire parce que pour faire bouger ce type de discours-là, faire bouger ces mentalités-là, il faut quand même faire. Enfin, c'est là où il reste tant à faire, quoi. Il reste encore beaucoup de questions ou pas? J'ai terminé pour les questions. J'allais reprendre la parole pour dire que c'est fini. Il y a juste une, j'ai l'impression. Oui, il y a Guy Maït qui a une question qui a la main levée. Qui peut la lire? Voilà. Non, je vais la dire, pardon. C'était par rapport à mon expérience. J'étais dans l'établissement médico-éducatif et par rapport aux enfants qui étaient pensionnaires, il y en avait qui étaient externes, demi-pensionnaires et puis des pensionnaires. Quand, par exemple, le médecin prévoyait une opération ou quand l'ergothérapeute recevait un nouveau matériel pour la vie quotidienne, on faisait une synthèse autour de l'enfant et tous les gens qui intervenaient, même l'enseignante, puisque moi j'étais pour enseignante, on était conviés à la réunion. Et du coup, c'est un peu ce que vous avez évoqué, quoi, autour du bénéficiaire. Et en fait, moi, j'ai appris plein de choses comme ça. Je n'avais pas de formation particulière, sauf du plein air. Mais comment j'ai appris plein de choses comme ça, parce qu'en fait, dans l'équipe, tout le monde échange ses informations. Et du coup, c'était vraiment très, très, très riche. Et jamais on n'était pris au dépourvu. Et aujourd'hui, on oublie trop souvent l'aide à domicile ou l'auxiliaire de vie dans ces moments-là d'échange et de concertation, en fait. Et quand on est au domicile, pourtant, la personne qui connaît le mieux, voilà, c'est celle qui intervient au quotidien. Et voilà, et on essaye sur des concertations que l'auxiliaire de vie ou l'aide à domicile nous accompagne, en fait. Parce que c'est elle qui va vraiment connaître les habitudes de vie, etc. Et je pense que c'est essentiel, effectivement, pour qu'à un moment donné, on ait tous le même niveau d'information, en fait, pour que on puisse accompagner au mieux la personne, effectivement. On donne la parole à Alex. Alors, merci Juliette. Alors, du coup, la vidéo de ce soir, vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube qui s'appelle Collectif, plus loin et tout attaché, essentiel du lien et du soin. Et sur cette chaîne YouTube, vous pourrez retrouver les 2 visios précédentes. Ensuite, la prochaine vidéo devrait avoir lieu le 14 décembre et devrait donc concerner les aidants. Moi, je voulais vous proposer une manière différente de conclure, puisque l'heure n'est pas là pour boucler. C'est peut-être qu'on dise un mot ou deux sur… Peut-être que chacun de ceux qui veulent en tout cas, disent un mot ou deux de comment ils ont trouvé, perçu, vu cette visio. Poursuivre. Moi, je vais dire ensemble. Moi, je l'ai trouvée très intéressante. Et moi, je voulais dire que c'était très intéressant. Puis je suis seulement assistante ménagère, donc je ne connais pas trop vos métiers. Donc, ça m'a beaucoup intéressée. Moi, j'ai trouvé ça très enrichissant, surtout la partie avec le droit aussi, et pas mal de problématiques qu'on peut avoir. Puis aussi l'autre côté avec Gaëlle qui a un poste de direction. Du coup, c'est intéressant aussi de pouvoir croiser un petit peu toutes nos données, quoi. Écoutez, moi j'étais surtout contente déjà de commencer par vous revoir ce que je connais, n'est-ce pas? Et puis d'avoir échangé avec Gaëlle aussi, c'était très très bien. Et puis oui, je trouve que c'était une bonne idée de faire cette visio, peut-être pourquoi pas refaire avec des questions peut-être un petit peu plus poussées, justement par rapport à ce qu'on vient de faire là. Je sais pas, je dis ça, mais bon, c'est une idée comme ça, hein, voilà. Mais j'étais très contente. Moi, j'ai trouvé ça intéressant aussi. J'aurais bien aimé un peu gueuler par rapport aux fédérations et proposer
aux directeurs de structure, directrices, responsables de secteur, de monter au créneau aussi, quoi, parce que effectivement, les fédés, elles ne bougent pas assez, quoi. On pourrait essayer d'ailleurs d'essayer de contacter quelqu'un des fédérations SAP ou fédération UNA, ou essayer de voir s'ils répondraient à une invitation d'une visio. Ils ont été invités, hein. Ah oui, on n'a pas arrêté. Sur Twitter, on les a tagués. Enfin bon, bref. Donc, allez, le ressenti de chacun, chacune. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi les échanges. C'était hyper riche. Il y avait plein de sujets, dans plein de questions différentes. On aurait pu, chaque question, en fait, on aurait pu en débattre, je pense, pendant hyper longtemps à chaque fois. Moi, j'apprends beaucoup. C'est vrai, je suis directrice, mais il y a aussi moi, ma personne, et ce que je pense et comment je vois les choses. Sans ma casquette directrice, et c'est des vrais échanges, je trouve hyper constructifs, et j'ai encore plein de choses à apprendre, et oui, j'aimerais pouvoir plus bouger, comme tu dis, Juliette, sur les directeurs, les dirigeants, etc. Et pourquoi c'est pas fait aujourd'hui? C'est vrai que c'est une bonne question, en fait, et voilà, je me dis que c'est à creuser et que ça m'intéresserait d'aller plus loin, en tout cas de réfléchir à ça. Et merci beaucoup pour l'invitation et la proposition de participer. Voilà. Moi, pour une première, puisque c'est la première visio que je fais là, avec ce groupe-là, très intéressant, oui. Bon, il y a des sujets que j'aurais aimé, mais bon, j'en avais parlé à Juliette, mais bon, il fallait poser des questions, donc je sais pas. Mais autrement, c'était très intéressant. J'ai appris des choses, là, comme où est-ce que j'ai noté ça? La présidente nationale de l'UNA, c'est Gaëlle qui en parlait tout à l'heure, ou Véronique, qu'elle essaye de faire bouger les choses. Je pense qu'il faudrait peut-être creuser de ce côté-là. Je vais vous laisser. Bonne soirée. Bonne soirée, Cécile. Bonne soirée. Merci de Bonne la soirée. participation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, voilà. Donc, moi, j'ai trouvé ça très fortement intéressant. J'aimerais qu'il y ait une multiplication de directrices comme Gaëlle, une multiplication de chargées de secteur ou d'assistantes de direction, ce que vous voulez, comme Véronique, parce que ce sont des gens qui ont envie de faire bouger les choses. Et franchement, ça fait plaisir. Et voilà. plus d'aide à domicile comme nous, donc aussi. Évidemment. Évidemment. Mais avec des si sympas directeurs, je crois qu'il y aura plus de recrutement. Qui n'a pas dit? Karine, Myriam? Oui, je veux bien prendre la parole. Moi, donc moi, je trouve regrettable d'avoir loupé la première partie parce que Monsieur Ordinateur n'a pas voulu fonctionner. Donc, j'ai été obligée d'utiliser le téléphone, ce qui est moins commode. Mais à chaque fois, c'est la 3e édition que je suis avec vous et la 4e, je serai là. Je trouve ça super enrichissant d'écouter Gaëlle, d'écouter Véronique. Et j'aurais tellement aimé que ma responsable soit là, et pourtant je l'ai invitée à 2 reprises. Je lui ai donné les identifiants. Elle ne se sent pas concernée, tant pis pour elle, et continuons sans elle. Alors, s'il y a des questions sur le droit du travail et les conventions collectives, mettez-les sur nos fils. Normalement, on avait projet tous ensemble de refaire une nouvelle visio sur le droit du travail. Je ne sais pas si ma consoeur Aurore pourra y participer et quand est-ce qu'on pourra la faire. Il y a énormément de sujets aussi à traiter. Mais sinon, si vous posez des questions, je regarderai ou vous m'identifiez sur le fil et puis je répondrai au fur et à mesure. Bon, moi, je vous dis au revoir à tous. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Bonne soirée. À bientôt tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Et même bonne nuit. Belle nuit à tous et toutes.